Bienvenue sur Contes du sommeil. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une histoire glaçante qui s'est réellement produite au Japon. Une affaire bouleversante, pleine de rebondissements, et je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dépasse l'imagination. Notre récit commence dans la préfecture de Saitama, au sud-est du Japon, dans la vaste région métropolitaine de Tokyo. Plus précisément, dans la ville de Misato, située à une vingtaine de kilomètres seulement de la capitale. C'est ici qu'un drame inimaginable s'est déroulé. L'héroïne de cette histoire s'appelait Junko, née le 18 janvier 1971. Au moment des faits, elle n'avait que 17 ans et était encore élève au lycée Yashiyo Minami. Junko était une jeune fille rayonnante, toujours souriante, aimée de ses camarades pour sa douceur et sa générosité. Son père était directeur commercial dans une petite usine de conserve, sa mère, femme au foyer. Elle avait également un frère aîné et un frère cadet. La famille, modeste, vivait uniquement du revenu du père. Consciente du poids qui reposait sur les épaules de son père, Junko avait décidé qu'après le lycée, elle travaillerait pour aider sa famille. En plus de ses cours, elle faisait déjà des petits boulots, vendeuse dans un magasin ou employée dans une usine de plastique. Peu avant la fin de ses études, elle réussit brillamment un entretien et avait déjà obtenu une promesse d'embauche. L'avenir semblait s'ouvrir devant elle comme un chemin plein d'espoir. Mais le destin en décida autrement. Un soir, en rentrant de son travail à temps partiel, elle croisa la route d'un véritable prédateur. Et ce qui suivit allait marquer à jamais les mémoires. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous devons revenir au vendredi 25 novembre 1988. Ce jour-là, après ses cours, Junko travailla dans une petite usine de plastique. À 20h20, son service terminé, elle prit son vélo pour rentrer chez elle. La route était sombre, éclairée par quelques réverbères seulement. Soudain, un motard surgit derrière elle et la renversa violemment. Junko chuta lourdement, son vélo avec elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, l'homme disparut dans la nuit. Tandis qu'elle tentait péniblement de se relever, un jeune homme s'approcha pour l'aider. Il lui dit que le motard appartenait à un milieu dangereux, qu'il l'avait sûrement prise pour cible et qu'il pourrait revenir. Inquiète, Junko accepta sa proposition de la raccompagner. Étourdie par la chute, elle crut en sa sincérité. Mais une fois dans un endroit isolé, ce jeune homme révéla son vrai visage. Il s'appelait Hiroshi Miyano, avait 18 ans et faisait partie d'une bande locale. Le motard n'était autre que son complice. Miyano proféra alors une menace terrifiante. Il exigea qu'elle passe la nuit avec lui ou bien il lui ôterait la vie. Terrifiée, Junko céda. Vers 21h50, il l'emmena dans un hôtel et la força à subir ses sévices. Malheureusement, la promesse de la relâcher fut brisée. Au contraire, il contacta 3 de ses complices, Jojo, Shinji Minato et Yasushi Watanabe, ce dernier étant justement l'homme à moto. Vers 3h du matin, ils la retrouvèrent dans un parc et fouillèrent ses affaires. Dans son sac, ils découvrirent son carnet avec l'adresse de sa maison. Ils la menacèrent alors de s'en prendre à toute sa famille si elle osait s'enfuir. Terrifiée pour les siens, Junko se retrouva piégée. Le groupe décida de l'emmener chez Shinji Minato, à Adachi, dans le nord de Tokyo. Sa maison, une bâtisse à 2 étages entourée d'un mur, servait de repère où Shinji invitait souvent ses amis. Les parents de Junko, pensant qu'elle dormait chez une camarade, ne se doutèrent de rien et ne contactèrent pas la police. 2 jours plus tard, le 28 novembre, les 4 ravisseurs s'ennuyaient et décidèrent d'appeler 2 autres connaissances pour se divertir. Mais le vacarme attira l'attention du père de Shinji de retour d'un voyage. Pris de court, Shinji affirma que Junko était sa petite amie et demanda à son père de les laisser tranquilles. À partir de là, le cauchemar de Junko s'aggrava encore davantage. Quelques jours plus tard, Junko était devenue leur jouet. Un jour, alors que la mère de Shinji montait au premier étage pour nettoyer la chambre, elle tomba par hasard sur Junko. Elle savait que son fils avait ramené une fille à la maison, mais ne s'attendait pas à ce qu'elle soit toujours là. Elle a donc demandé à Junko de rentrer chez elle rapidement. Cependant, quelques jours plus tard, la voyant toujours au premier étage, elle lui a de nouveau demandé de partir.
Après cela, elle a simplement décidé d'ignorer la situation sans plus jamais questionner son fils. C'était en décembre et le temps à l'extérieur était glacial. Les 4 adolescents se réunissaient fréquemment chez Shinji pour s'amuser. Ils forçaient Junko à se déshabiller et à danser sur leur musique. Pire encore, ils l'ont forcée à rester nue sur le balcon du premier étage, ce qui l'a fait s'évanouir à cause du froid mordant. Le temps passait et Junko continuait de subir leurs exigences de plus en plus indicibles. Pour empêcher ses parents d'alerter la police, Hiroshi l'obligeait de temps en temps à téléphoner à la maison pour rassurer sa famille. Voyant sa docilité et son obéissance, il la menaçait encore plus. Lorsqu'ils étaient fatigués, l'un des 4 restait pour la surveiller, tandis que les autres sortaient chercher de la nourriture avant de revenir continuer leur sinistre amusement à ses dépens. À leur retour, Hiroshi est même allé jusqu'à filmer ces moments avec une caméra, puis forçait Junko à regarder les enregistrements. Un jour, Hiroshi lui a annoncé que son père était mort subitement dans un accident de la route. Voyant son chagrin, il a éclaté de rire en lui disant que ce n'était qu'une blague. Le groupe a continué à utiliser des mensonges similaires pour la torturer psychologiquement. Pendant cette période, un membre du groupe a eu l'intention de la libérer, mais il a été découvert et sévèrement averti par les autres. Ensuite, le groupe a repris ses jeux avec elle. À ce moment-là, Junko, n'en pouvant plus, a crié à l'aide. Les parents de Shinji, à l'étage inférieur, ont entendu les bruits, mais n'ont pas osé intervenir, terrorisés par la bande d'adolescents. Le 7 décembre 1988, au 13e jour de sa captivité, les 6 jeunes hommes, épuisés par leur nuit blanche, se sont endormis. Malgré les souffrances physiques et mentales qu'elle avait endurées, Junko a trouvé la force de s'habiller, de descendre en courant au rez-de-chaussée, de trouver le téléphone et d'appeler la police. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer la situation, Hiroshi était juste derrière elle. Furieux de son geste, il a raccroché brutalement et l'a traînée à l'étage. Il est ensuite revenu vers le standard, prétendant que ce n'était qu'une mauvaise blague entre amis. Il est ensuite monté et, pour la punir, a versé de l'essence sur ses jambes avant d'y mettre le feu. Ses jambes ont été gravement brûlées, la laissant incapable de marcher. Les autres, voyant cela, l'ont imité, brûlant d'autres parties de son corps. Les blessures de Junko ont commencé à s'infecter et à dégager une odeur nauséabonde, faute de soins. Les parents de Shinji avaient remarqué que la situation était anormale, mais par peur de la réaction des jeunes, ils ont fermé les yeux. Le frère aîné de Shinji, qui vivait aussi au premier étage, était également au courant de la situation de Junko. Paralysé par la peur, il n'a pas osé appeler la police, se contentant de lui apporter de temps en temps du lait, du pain et d'autres aliments. Incapable de bouger à cause de ses brûlures, Junko était contrainte de faire ses besoins sur le sol même où elle gisait. Certains membres du groupe, qui considéraient cette pièce comme leur lieu de vie, trouvaient cela insupportable. Ils l'ont même forcée à manger ses propres excréments. Progressivement, la nourriture qu'ils lui donnaient diminuait. Parfois, elle n'avait qu'une brique de lait et quelques morceaux de pain pour toute la journée, et parfois rien du tout. Hiroshi l'a même frappée pour avoir uriné par terre, salissant ses pieds. Il s'acharnait continuellement sur son visage, le laissant enfler et déformer, ce qui semblait les amuser. Junko était alors dans un état agonisant. Pour eux, elle n'était qu'un jouet pour assouvir leurs pulsions. Mais maintenant, elle était sale, malodorante et incapable de satisfaire leurs désirs. Cependant, ils ne voulaient pas la laisser partir, de peur d'être arrêtés par la police. C'est alors qu'un plan encore plus sinistre a germé dans leur esprit. Au 41e jour de sa séquestration, à 6h30 du matin, Hiroshi est arrivé chez Shinji, le visage déformé par la colère. Il avait perdu plus de plusieurs centaines d'euros au mahjong la nuit précédente et était d'une humeur massacrante. En voyant Junko allongée sur le sol sale et malodorant, il a déversé sa rage sur elle. À ce moment-là, la conscience de Junko était déjà trouble. Elle pouvait à peine émettre un son. Ses pieds, en état de décomposition, étaient inertes. Après l'avoir attaqué, Hiroshi n'était toujours pas satisfait. Il a alors trouvé un haltère avec une barre de fer de 1,7 kg.
Pendant 2 heures, ils l'ont frappé à plusieurs reprises à l'abdomen avec cet objet. Le lendemain matin, le 5 janvier, ils découvrent que Junko a succombé. Il s'était déjà préparé à cette éventualité. Hiroshi avait dérobé un camion sur son ancien lieu de travail, ainsi que du sable, du ciment et des briques dans un magasin de matériaux de construction voisin. Il avait également volé sur un chantier un fût en métal de 60 cm de diamètre et 90 cm de haut. D'abord, ils ont enveloppé le corps de Junko dans une couverture avant de le placer dans une valise. Puis, ils ont conduit la valise jusqu'à un terrain vague et ont transféré le corps dans le fût métallique. Hiroshi, très superstitieux, était persuadé que le fantôme de Junko reviendrait le hanter pour se venger. Pour apaiser son esprit, il a ajouté dans le fût une cassette vidéo. Il s'agissait d'un feuilleton japonais intitulé Tombo, l'émission préférée de Junko, qu'elle mentionnait souvent pendant sa captivité. Ensuite, le groupe a préparé du ciment et en a rempli le fût jusqu'à ras-bord, avant de le sceller hermétiquement avec du ruban adhésif. À 20h, le groupe a pris la direction de la baie de Tokyo avec l'intention de jeter le fût à la mer. Mais à cause des embouteillages et de la présence d'agents de la circulation, ils ont dû changer de plan. Ils se sont alors dirigés vers le parc côtier de Wakasu, près de la baie, et ont abandonné le fût dans une zone herbeuse en bord de route pour effacer toute trace. Ils ont méticuleusement nettoyé le véhicule avant de retourner chez Shinji pour détruire tout ce qui pouvait être lié à Junko. Le 23 janvier 1989, 18 jours après le décès de Junko, Hiroshi et Joe ont été arrêtés par la police pour une agression sur une autre jeune fille. Au début, pensant que le corps de Junko avait été découvert, ils ont commencé à livrer des détails sur elle. Ce n'est que plus tard qu'ils ont compris qu'ils étaient arrêtés pour une toute autre affaire. Les deux ont alors avoué leur culpabilité pour les faits qui leur étaient reprochés et ont été placés dans un centre de détention pour mineurs du district d'Adachi, à Tokyo. Leurs déclarations initiales avaient cependant éveillé les soupçons de la police, qui pressentait qu'ils pourraient être impliqués dans d'autres crimes, et a donc décidé de perquisitionner leur domicile. Le 29 mars 1989, 2 mois après la mort de Junko, 2 enquêteurs se sont rendus au domicile de Hiroshi et y ont découvert des sous-vêtements féminins, renforçant leurs doutes sur son implication dans d'autres affaires. Peu après, lors d'interrogatoires séparés, Hiroshi, croyant à tort que Joe avait déjà tout avoué concernant Junko, a craqué et a raconté toute l'histoire dans les moindres détails. Le lendemain, 30 mars 1989, l'enquête sur cette affaire était officiellement ouverte. Grâce aux indications de Hiroshi, la police a retrouvé le fût en métal. À l'intérieur, le corps de Junko, en état de décomposition avancée, était méconnaissable. Son identité n'a pu être confirmée que grâce à ses empreintes digitales. L'autopsie a révélé une réalité effroyable. Son visage était déformé, la plupart de ses dents brisées, de nombreuses aiguilles étaient plantées dans sa poitrine, ses parois intestinales étaient rompues, son cuir chevelu avait été arraché et son utérus était mutilé par des corps étrangers. Des fragments de verre ont également été retrouvés à l'intérieur de son corps. Et la découverte la plus tragique de toutes, elle était enceinte. En se basant sur la localisation du dernier appel de Junko à ses parents, la police a pu remonter jusqu'à la maison de Shinji et procéder à l'arrestation de tout le groupe, y compris le frère de Shinji. Au total, 7 personnes ont été jugées. Parmi les 4 principaux coupables, les âges s'échelonnaient de 16 à 18 ans. Il s'agissait là d'un cas de délinquance juvénile d'une gravité exceptionnelle. L'enquête de la police sur les antécédents de chacun a révélé des profils troublants. Le suspect principal, Hiroshi Miyano, 18 ans. Issu d'un milieu aisé, avec un père directeur dans la finance et une mère professeure de piano, il avait été élevé par sa grand-mère en raison de l'emploi du temps chargé de ses parents. La relation avec eux était distante, et pour compenser, il cédait à tous ses caprices matériels et financiers. Au collège, il s'était inscrit au club de judo, utilisant ses compétences pour intimider les autres élèves. En mars 1988, il a abandonné le lycée pour fréquenter de mauvaises compagnies. Sa famille a tenté de le faire travailler dans une entreprise de matériaux de construction pour l'éloigner de ses fréquentations, mais il a refusé. Au cours d'une dispute, il est allé jusqu'à frapper sa mère.
En découvrant cela, son père l'a immédiatement chassé de la maison. Il a alors rassemblé d'autres jeunes déscolarisés pour former son propre gang, l'Association des jeunes extrémistes, et vivait de rackets et de vols. Le suspect Joe, 17 ans, était le bras droit de Hiroshi. Son père était transporteur et sa mère travaillait dans l'hôtellerie. Ses parents avaient divorcé alors qu'il était en primaire. Vivant avec sa mère, il a rencontré Hiroshi au collège, a rapidement quitté l'école et a rejoint son gang. Le suspect suivant est Shinji Minato, âgé de 16 ans. Son père était directeur administratif d'un hôpital et sa mère infirmière au foyer. Ses parents se disputaient constamment. Après chaque querelle, le père déversait sa colère sur Shinji et son frère aîné. Grandir dans un tel environnement a rendu le caractère de Shinji de plus en plus irritable et il s'en prenait souvent à ses camarades de classe. Un jour, la moto de son frère a été volée. Pour la récupérer, il a demandé l'aide de Hiroshi. Les deux sont progressivement devenus de bons amis. Parfois, pour éviter les coups de son père, il invitait le groupe d'amis de Hiroshi à la maison. Le père de Shinji était très mal à l'aise avec ce groupe, mais n'osait rien leur faire. Avec le temps, le père a fini par ignorer complètement Shinji. Sa mère, impuissante, n'intervenait que très peu. Yaoshi Watabane, 17 ans. Ses parents ont divorcé quand il était jeune. Il vivait avec sa mère et sa sœur aînée. Sa mère, qui travaillait dans un salon de beauté, était souvent accaparée par son travail. Après être entré au collège, Hiroshi a commencé à courtiser la sœur de Yaoshi. C'est ainsi que les deux jeunes hommes ont fait connaissance. La gravité des actes qu'ils ont commis était telle qu'ils auraient dû être jugés selon les standards applicables aux adultes. Il s'agissait d'un crime majeur et d'une atrocité sans précédent dans l'histoire judiciaire du Japon. Les motivations des accusés étaient d'une cruauté inouïe envers leurs victimes. Elle a enduré des sévices que personne ne pourrait même imaginer. Au tribunal, bien que les 4 accusés aient plaidé coupables, leurs avocats de la défense ont avancé qu'ils étaient mineurs et n'avaient pas l'intention de causer la mort de Junko. Selon eux, ils n'ont fait que perpétuer des agressions sans volonté homicide. Le 21 mai 1990, après 10 longs mois de procès, l'affaire a enfin connu son dénouement. Hiroshi a été condamné à 17 ans de prison, Joe a écopé d'une peine de 5 à 10 ans, Shinji de 4 à 6 ans et Yaoshi de 3 à 4 ans. 3 des 7 autres complices ont également été placés dans un centre de détention pour mineurs. Le parquet, jugeant ces peines bien trop clémentes, a refusé de les accepter. Ils ont donc fait appel devant la Haute Cour de Tokyo. Le 12 juillet 1990, un an plus tard, la Haute Cour de Tokyo a rendu son verdict. À l'exception de Joe, dont la peine initiale a été maintenue, les peines des 3 autres ont été alourdies. Hiroshi a été condamné à 20 ans de prison, Shinji à une peine de 5 à 9 ans et Yasushi à une peine de 5 à 7 ans. Cependant, le parquet n'était toujours pas satisfait de ce verdict. La Haute Cour de Tokyo a expliqué que, selon la loi japonaise de l'époque, les auteurs de crimes étant mineurs bénéficiaient d'une certaine clémence dans la sentence. Après le prononcé du verdict, les parents des 4 accusés mineurs espéraient pouvoir s'agenouiller pour demander pardon à la famille de Junko, implorant une chance de rédemption pour leurs enfants, mais cette demande a été catégoriquement refusée. Sur ordre du tribunal civil, la mère de Hiroshi a vendu sa maison pour réunir 50 millions de yens, environ 300 000 € à la valeur actuelle, afin d'indemniser la famille de Junko. Par l'intermédiaire de son avocat, le père de Joe a versé une grande partie de ses revenus sur un compte bancaire géré par ce dernier. Les parents de Shinji étaient également au courant de l'affaire, mais n'avaient pas été inculpés. La famille de Junko, insatisfaite, a intenté une action civile contre eux et les parents de Shinji ont également dû verser une indemnisation pour leurs manquements. En 1995, Yasushi, l'un des 4, a été libéré après avoir purgé sa peine. Harcelé en prison, il a développé une véritable phobie sociale. À sa sortie, il est devenu un homme craintif, reclus chez lui. En 1997, Shinji a été libéré. Il a quitté la ville de Misato avec sa famille, mais n'a pas réussi à trouver un emploi. En août 2018, il a de nouveau été arrêté pour coups et blessures et condamné à 18 mois de prison.
En 1999, Joe a été libéré. Après sa sortie, il a changé son nom en Johnny Saku et s'est marié peu de temps après. En 2003, il a de nouveau été arrêté par la police pour un autre crime et condamné à 4 ans de prison. En 2009, Hiroshi a obtenu une libération conditionnelle et a changé son nom en Yokoyama Hiroshi. Après sa sortie de prison, en 2013, il a été de nouveau arrêté pour fraude. Cette affaire reste l'une des plus abominables de l'histoire de la délinquance juvénile au Japon. Les 4 tortionnaires ont commis leur crime alors qu'ils étaient mineurs et, une fois libérés, ont tous récidivé. Et dire qu'avant leur condamnation, ils avaient juré qu'ils ne commettraient plus jamais de crime. L'affaire a provoqué une onde de choc dans la société japonaise, déclenchant d'intenses débats juridiques sur la criminalité des mineurs. Certains ont même suggéré de revoir l'âge de la responsabilité pénale. Ce drame met en lumière le lien profond entre la délinquance juvénile et l'éducation familiale. Si leur comportement avait été stoppé à temps, une telle tragédie n'aurait peut-être jamais eu lieu. Bien que des décennies se soient écoulées, cette affaire laisse une cicatrice indélébile et l'un des cas les plus troublants de l'histoire criminelle du Japon. Et c'est ainsi que se termine notre récit d'aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un j'aime sur la vidéo. Partagez-la avec ceux que les récits de faits réels intéressent et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Contes du Sommeil pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Quelle est votre réflexion sur cette affaire? La justice a-t-elle été à la hauteur? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, nous sommes toujours curieux de lire vos avis. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau récit.